Bonsoir à tous. On prend des nouvelles de l'église au Salvador après la réélection le 4 février de Nayib Bukele. Dans un message en novembre dernier, les évêques du pays avaient appelé les fidèles à voter de manière responsable et les futurs élus à œuvrer pour la dignité du peuple. Dans un pays marqué par des inégalités croissantes, la pauvreté, la corruption et une violence endémique liée aujourd'hui aux gangs. 75 000 personnes ont été emprisonnées sous le premier mandat de Bukele, faisant chuter drastiquement le nombre d'homicides dans ce pays qui en comptait le plus au monde. Mais des ONG dénoncent des violations des droits humains. Alors que vivent les Salvadoriens et que fait l'Église pour soutenir les plus vulnérables? On va en parler dans un instant avec notre invité Jules Girardet, qui est chargé de mission Amérique latine au CCFD Terre Solidaire. Mais tout d'abord, un peu de géographie. Le Salvador, petit pays de la côte pacifique de l'Amérique centrale, est frontalier avec le Honduras et le Guatemala. Sa capitale est San Salvador. Côté population, il compte 6,5 millions d'habitants. Sur le plan religieux, on dénombre autour de 50% de catholiques, 35% de protestants, 12% sont sans religion et 3% d'autres confessions. Tout de suite, je retrouve mon invité. Jules Girardet, merci de nous avoir rejoints. Alors, vous étiez récemment, il y a quelques semaines, en mission au Salvador. Peut-être un peu de géographie, j'allais dire, de sociologie du Salvador pour démarrer. Ce petit pays, le plus petit d'Amérique centrale, qu'est-ce qu'il caractérise finalement par rapport aux autres de la région? D'un point de vue géographique, effectivement, c'est le plus petit pays. Au niveau superficie, c'est plus petit que la Bretagne, par exemple. Et il est surpeuplé. Vous l'avez dit, 6,5 millions. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a 3 millions de Salvadoriens qui vivent à l'étranger, notamment aux États-Unis, et dont les remessas, donc les envois de devises, sont une part très importante du PIB du Salvador, près de 25%. Donc tout petit pays, très peuplé, a une très grande diaspora, et qui est aujourd'hui marqué par une croissance démographique très jeune, ce qui en fait vraiment une particularité, notamment de par son accès uniquement à la côte Pacifique et pas à la côte de la mer Caraïbe, contrairement aux pays voisins. Alors c'est quoi le quotidien des Salvadoriens? C'est un pays dont on parle peu finalement. On en a parlé de plus en plus ces derniers temps suite à l'actualité, bien sûr, mais c'est un pays qui est très marqué par les inégalités. Vous l'avez dit, il y a un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On estime que près de la moitié de la population serait en insécurité alimentaire. Donc c'est un quotidien, en tout cas depuis les accords de paix dans les années 90, qui a été marqué par la pauvreté, la marginalisation et bien trop souvent la violence. Alors les accords de paix, peut-être resituons un peu le contexte historique. Il y a eu cette guerre civile terrible, 75 000 civils tués, parmi eux d'ailleurs des prêtres, des religieux. Il y a eu Monseigneur Oscar Romero, grande figure, qui a été d'ailleurs canonisé depuis 2018, qui est le grand saint de ce pays, qui a été assassiné en 1980. Il y a eu ces fameux accords de paix que vous évoquez, mais finalement, ils n'ont pas été suivis de vrais effets. Le pays était très appauvri, meurtri par les violences qui ont marqué le pays pendant une quinzaine d'années. Et surtout, cette violence qui était entre celle de la guérilla et de l'armée a été reconstituée par la violence des gangs. Et comment ça se fait quand il y a eu cette transition finalement, la guerre civile, des accords de paix, et puis on arrive aux gangs? C'est quelque chose de très particulier parce qu'en fait, les gangs ne viennent pas du Salvador, ne viennent pas d'Amérique centrale, ils viennent des États-Unis, de Los Angeles, suite à une vague d'immigration clandestine du Salvador, du Honduras, du Guatemala. Ils sont formés de façon illégale des gangs, mais des gangs à l'américaine. Et à la fin des accords de paix, donc en 1992, il y a eu une rapatriation massive en fait, de prisonniers d'origine salvadorienne et guatémaltèque et hondurienne, en Amérique centrale. Dans leur pays, et donc ils ont été renvoyés et sur le territoire, ils ont reconstitué ces pandillas, ces gangs armés sur le bord américain. Et donc en contrôlant un territoire qui était meurtri et très appauvri. Parce que le vrai terreau de ces gangs-là, ce sont des adolescents. Ce sont des jeunes marginalisés et très pauvres. Et donc une violence a remplacé une autre. Et ces pandillas, qui sont très connus, la Mara 18 et la Mara Salvatrucha, ont progressivement contrôlé
l'ensemble du territoire salvadorien et aussi du Honduras et du Guatemala. D'accord. Quand on parle du quotidien des Salvadoriens, il y a les villes, il y a les périphéries, il y a les campagnes. Voilà, c'est encore un pays aussi assez agricole. Oui, c'est un pays à dominance rurale, paysanne, donc fortement marqué par exemple par le changement climatique. J'ai dit que c'était un pays où il y avait énormément de migrants. Le rêve, c'est de partir vers le nord, c'est de partir vers les États-Unis. C'est un pays de transit. Exactement, c'est un pays d'origine et de transit. Ouais. De transit pour ceux qui viennent de par le sud, mais aussi surtout de départ. C'est l'une des plus grandes diasporas. Après, pour revenir sur le quotidien des Salvadoriens, oui, c'est marqué par la marginalisation et la violence des gangs. La violence des gangs, c'est les extorsions, c'est les rackets permanents, c'est la peur, c'est la terreur, c'est aussi les assassinats. Donc il faut bien comprendre que ce quotidien était très, très, très étriqué dans leur monde démocratique, en fait, depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les Salvadoriens et les Salvadoriennes ne peuvent mesurer que la démocratie dans la capacité aux institutions de répondre à leurs besoins immédiats, qui étaient pauvreté, marginalisation, violence, inégalité. Or, que ce soit sous les gouvernements d'Arena, donc de droite, ou du FMLN de gauche, il y a toujours eu la terreur des gangs. Depuis l'arrivée de Nayib Bukele et le régime d'exception depuis 2 ans, on serait passé d'un taux d'homicide de plus d'une centaine pour 100 000 habitants à entre 6 et 7, selon les chiffres officiels, mais au prix d'une politique ultra répressive. Justement, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 2 ans qu'il y a un régime d'exception et où on est passé d'une politique, on va dire, de pacte avec les maras à celle d'une politique ultra répressive dite de main de fer. Et donc avec un régime qui suspend les droits et les libertés constitutionnelles et où on a assisté à des rafles très importantes dans les quartiers aussi bien urbains que dans les communautés rurales, avec une obligation de quota de la part de l'armée et de la police militaire d'arrêter et de détenir des jeunes individus, souvent uniquement de par leur aspect physique ou l'appartenance à une famille. 75 000 personnes qui ont été emprisonnées, on en voit quelques images de ces prisons et de ces groupes de personnes, groupes massifs, avec voilà, il y a eu des crimes qui ont été documentés, il y a des choses précises là-dessus ? Pour le moment, oui, il y a beaucoup d'ONG, de médias indépendants qui ont révélé un certain nombre de violations de droits humains évidentes, comme les détentions arbitraires, des assassinats, des meurtres et des morts dans des conditions de détention très obscures. Il y a très peu de transparence. Et ce sont aussi plusieurs milliers d'innocents qui ont été arrêtés et détenus, donc sans c'est plutôt moins de jugement. La présomption de culpabilité que d'innocence qui prévaut ? C'est d'abord la culpabilité. On arrête, ensuite on juge. Donc c'est une relation complètement inversée. Sachant qu'en plus, depuis quelques mois, il est possible de faire des jugements collectifs. Donc c'est contraire à toutes les conventions internationales de droits humains. On arrête plusieurs personnes et pour que la sentence soit exécutée, exercée au plus vite, c'est un jugement collectif. Et bien souvent, il n'y a pas de preuves, ou c'est simplement parce que la personne était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est extrêmement flou, les bases juridiques sur lesquelles se fondent toutes ces arrestations et sentences. Alors l'Église, face à tout ça, qu'est-ce qu'elle fait ? L'Église s'est alarmée de ce régime d'exception, et d'ailleurs elle l'a qualifié de régime de terreur, parce que beaucoup d'innocents qui sont sortis de prison très récemment ne disaient rien de ce qui se passe à l'intérieur. Là, on a vu sur les images le grand centre de détention dans le centre du pays, à Toluca, une méga prison en fait, où il y aurait 40 000 détenus, parfois des détenus qui sont plusieurs centaines dans les cellules, dans des conditions complètement infrahumaines. Et ça, l'Église catholique, en particulier en la personne du cardinal de Rosa Chavez, l'a dénoncé, en disant, certes, il y a probablement des coupables, des criminels, mais aussi ont des droits en matière de justice. Et si la sécurité est une demande évidente du peuple salvadorien qu'on a beaucoup souffert, la question c'est à quel prix ? Et aujourd'hui, on est passé d'un État démocratique à un État de droit fragilisé, à une sorte de régime d'exception, à un État carcéral. Alors certes, le taux d'homicide a très largement baissé, mais on est face à un taux carcéral, à un taux de détention les plus élevés au monde. Et ça, l'Église catholique s'en est alarmée. Est-ce que l'Église, elle est présente auprès des familles de détenus, ces personnes qui tout d'un coup voient un fils, un père
arrêtés derrière les barreaux, dont ils ont plus ou moins de nouvelles? Le plus difficile, c'est le cas des disparitions forcées, en fait. Oui. Dans certaines communautés, bon, les maras étaient à peu près partout. Tout le monde a un cousin, un oncle, un ami qui est plus ou moins lié. Le plus difficile, c'est de voir que certaines personnes ont disparu alors qu'elles n'avaient aucun lien. Parce que dans ce régime de terreur, il y a aussi une sorte de mécanique de la dénonciation qui peut se mettre en place par envie, par jalousie, par convoitise. Et donc des personnes disparaissent parce qu'elles auraient été dénoncées. Voilà, il y a un système de délation. Et là, l'Église, c'est souvent fait pas le porte-parole ni le défenseur, mais écho des familles de disparus innocents. En disant où sont-elles, où sont-ils, que sont-ils devenus. Mais après, les relations sont compliquées parce que le régime de Nayib Bukele, c'est une personne qui concentre tous les pouvoirs, qui est extrêmement populaire, et pas seulement populaire au Salvador, mais même en dehors des frontières. Et donc les relations, si elles étaient courtoises avec la conférence épiscopale, par exemple avec l'Église, elles sont un peu distendues. Et ça, on le dit assez peu. Au-delà de la répression, c'est qu'il y a très très peu de voix discordantes au Salvador. Je pense à la société civile, ONG, Il y a une société Église, civile qui est présente, qui présente, qui Oui. dénonce et qui documente. Ouais. Mais surtout depuis l'extérieur. Les voix divergentes sont très malvenues et sont stigmatisées. Aujourd'hui, dire que la politique ultra-répressive comporte tout un nombre de violations, est antidémocratique, et cassation du pouvoir, on est perçu comme étant antipatriotique. Donc c'est une posture difficile. Prendre un risque de critiquer. Prendre un risque, en tout cas, les gens font attention, ils ont peur de représailles, ils n'osent pas, enfin les gens, les organisations sociales, les médias, les journalistes, les avocats, l'Église, je ne sais pas encore, parce que là, la personne du cardinal a réussi à se prononcer, mais les gens font vraiment attention dans cette concentration très très forte du pouvoir et d'un régime qui est, encore une fois, très populaire, mais dont on ne peut qu'observer un déclin progressif de la démocratie. Alors, et d'ailleurs, ce dirigeant, Bukele, qui se qualifie lui-même de dictateur cool. Oui. Ce qui souligne une certaine ambiguïté. Alors, on revient sur la figure du cardinal Rosa Chavez. Il a dénoncé, à la veille des élections, ce régime de terreur au Salvador, dans une interview accordée à l'hebdomadaire catholique Alpha et Omega. Dites-nous, qui est-il ? Il est surtout connu pour être un disciple d'Oscar Romero, en fait. Et donc, il s'inscrit dans son courant de théologie de la libération, d'options prioritaires pour les pauvres. Et bon, la question qui lui est souvent posée, c'est que dirait aujourd'hui Oscar Romero ? Et donc, il fait vraiment un défenseur de la démocratie, mais dans sa pluralité. Parce qu'au-delà du régime de terreur, ce qu'il dénonce beaucoup, c'est le caractère totalitaire de régime à parti unique ou régime à parti complètement hégémonique. Parce qu'au-delà des élections à 85%, c'est aussi que le parti de Bukele, Nuevas Ideas, a 58 des 60 députés de l'Assemblée nationale. Donc cette totale concentration des pouvoirs alarme le cardinal Rosa Chavez, et il s'en fait la dénonciation. En plus des inégalités croissantes, du régime de terreur et du régime militaire qu'avait combattu à son époque Oscar Arnulfo Romero. Alors, on l'a compris, les défis sont vraiment importants. Il y a cette question de la pauvreté aussi. Ça reste une difficulté majeure. Est-ce que c'est compliqué pour les Salvadoriens de travailler, de se nourrir voilà, très concrètement. Oui, c'est encore un pays qui est très pauvre pour une majeure partie de la population, qui souffre de grandes inégalités. Et d'ailleurs, la conférence épiscopale, juste avant les élections, a appelé à un vote conscient et à la personne qui serait élue de lutter surtout contre les inégalités croissantes. Parce que la dynamique au Salvador, c'est les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Et malgré toutes les promesses de Nayib Bukele, la seule qui a été aujourd'hui réalisée et qui se voit dans le quotidien, c'est celui de la sécurité immédiate. Des gens peuvent circuler d'un quartier à un autre, ce qui avant semblait impossible. Donc plus que d'extorsion, plus de raquettes. À quel prix ? Ça, on le verra sur du plus long terme. Après, le modèle de développement, en revanche, qui est prôné, celui d'avoir des investissements directs étrangers, de prendre la Bitcoin comme monnaie nationale. Oui, ça a été un échec. Total, d'ouvrir surtout le pays au tourisme, de rebaptiser la côte Surf City,
en lieu et place du nom des communautés traditionnelles. Donc il y a une idée de faire un pays, je ne sais pas, la nouvelle Silicon Valley, ou pays un peu de la crypto-monnaie, pays de l'investissement étranger, un pays du futur tel que voulait Bukele. Aujourd'hui, la population de sa grande majorité n'en voit pas les fruits. Les fruits de la sécurité, très bien. Mais en matière de développement, de progression, de sortie de la pauvreté, le seul espoir, malheureusement, ça reste encore la route migratoire. Alors, l'Église, on va voir avec vous aussi comment est-ce qu'elle agit pour aider les plus vulnérables. Dans les populations qui le sont, il y a les jeunes, bien sûr, hein, qui font face à un chômage assez élevé. Alors, ils sont tentés d'émigrer vers les États-Unis, mais l'Église les encourage plutôt à rester au Salvador. Un exemple à Ciudad Delgado, près de San Salvador, la paroisse Asunción Paleka leur propose des formations pour un accompagnement vers l'emploi. Mais plus qu'un apprentissage, c'est aussi les aider à croire qu'un avenir dans leur pays est possible. On écoute Ana Celia Leva Escobar, en charge de la pastorale sociale de cette paroisse. ¿Verdad? A veces ya los jóvenes preparados con un diploma, una preparación académica, se van del país, o sea, se van a los Estados Unidos ilegales y se olvidan, pues, ¿verdad? De la posibilidad que podían tener aquí porque no hay recursos de trabajo. La parroquia tiene varios programas, pero es una parroquia en un barrio pobre, con pocos elementos como para decir vamos a sacar adelante a toda esta zona, sino, por ejemplo, nosotros con los talleres vocacionales le damos una herramienta a la persona para que se gane la vida. Por ejemplo, aprendió a hacer pan, aprendió a hacer pasteles. Entonces, eso es una herramienta para ubicarse en un pequeño espacio de trabajo. Promovemos que ellos puedan tener sus emprendimientos. Se les dan temas de formación humana, se les dan temas de los valores evangélicos, de emprendedurismo, atención al cliente, porque puede ser que la que vende pan esté tan acosada por los problemas que atiende mal al cliente. También les ayudamos a descubrir la fuerza en cada uno de ellos. Descubrir esa fuerza, esa potencia que tienen y rehabilitarlos, porque a veces vienen deshabilitados. Voilà ce témoignage qui illustre quand même une réalité, une église qui elle-même est pauvre, hein, et qui agit aussi à la mesure de ses moyens. Alors, elle est pauvre, mais à la fois, elle est très riche dans son intervention. Parce que là, il s'agit d'un quartier périphérique de San Salvador. Et Ana Celia le dit bien, il y a une vocation d'accompagnement intégral, en fait, de cette pastorale. Parce que là, on ne le voit pas, mais il y a aussi un aspect santé, avec un petit poste de santé qui a été créé, avec des infirmières qui sont en formation. Il y a un poste éducatif aussi. Donc il y a l'accompagnement à des petits métiers de cuisine. Il y a l'intégration des plus jeunes issus de la délinquance ou pas. C'est un quartier qui est profondément marqué par ça. Et donc, il y a eu beaucoup de disparus également, coupables ou non, donc avec des innocents. Et malgré ça, c'est cette approche holistique, intégrale de la communauté qui fait que cette pastorale a un rôle majeur dans un quartier marginal et très pauvre, mais où la richesse se situe dans cette jeunesse, dans cette diversité humaine. Car s'il y a bien quelque chose qui est bien dit dans ce témoignage-là, c'est que la grande difficulté, c'est récupérer l'estime de soi, une estime de soi individuelle et collective, c'est-à-dire que dans cette communauté-là, urbaine ou périurbaine, on peut faire quelque chose et essayer de changer un petit peu le logiciel, la matrice mentale qui est celle de se dire le seul espoir qu'on a, c'est de partir aux États-Unis. Parce que là, on est en milieu urbain, on le voit très bien, mais en milieu rural, c'est encore pire. On a connu, nous, beaucoup de difficultés sur d'autres projets ou d'autres organisations sociales. Oui, le CCFD Terre Solidaire. Sur des dynamiques, effectivement, de promotion de l'agriculture familiale par la jeunesse. Bien souvent, on se rend compte que les jeunes n'aspirent qu'à une chose, c'est de prendre la route vers le nord. Et donc, cette difficulté-là, elle est partout, et donc ça passe. Là, le rôle de la pastorale est vraiment très intéressant, c'est de récupérer l'estime, l'orgueil de soi, en tant qu'individu et en tant que membre d'une communauté. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont affectés, et ça marque, voilà, hein, ces conditions de vie difficiles, cette violence, elle déstabilise aussi ces jeunes.
Profondément, elle les déstabilise et puis elle peut les traumatiser. Il y a beaucoup de familles qui sont des familles divisées, on va dire, des mères très jeunes célibataires, marquées par des violences de genre extrêmement fortes, beaucoup de familles séparées et déracinées en raison de la migration. Mais la migration, elle n'est pas seulement économique, hein. C'est aussi des personnes qui ont fui la violence des gangs armés, fuient souvent des violences au sein même des familles très fortes de petites communautés, donc plus petites et la communauté, plus grand est l'enfer, disent certains. Et donc il y a des traumas très forts là-dessus, sur lesquels Église, pastorale, organisation sociale, caritative, essayent de travailler, et notamment des partenaires du CCFD. Alors justement, très concrètement, quelles autres actions vous menez en lien avec l'Église ? Eh bien, on a un programme, certains en lien avec l'Église, donc avec des pastorales dans certaines institutions éducatives, pour rendre, ça s'appelle « Mon école, mon lieu sûr ». Donc c'est comment on arrive à construire cette culture de la paix, de résolution des conflits de façon pacifique et dépasser toutes les dynamiques de violence. En particulier, les violences dont sont victimes les enfants, les adolescents et les jeunes filles. Ça peut passer quoi? Par des choses très concrètes, des ateliers Exactement, par la formation. On a vu sur une photo l'espèce de groupe collectif, de paroles. Alors, par la conscientisation sur les droits à disposer de son corps, les droits à la liberté de circuler, droit à santé, éducation, etc. Et du respect d'autrui. Du respect d'autrui, comment on arrive à résoudre des conflits par le dialogue, par faire des ponts, des passerelles, et dépasser évidemment les dynamiques de violence physique, verbale, symbolique. Et donc ça passe aussi, la pastorale le disait bien, dans la personne d'Anna Célia, vraiment par de l'estime de soi. L'estime de soi qui a pu être brisée par des témoignages terribles de violence au sein des familles, au sein de l'école. Donc ça se fait aussi avec les parents d'élèves, avec les instituteurs, essayer de créer vraiment un langage commun, sachant que ce sont des zones qui ont été marquées par les violences des gangs, mais aussi par la violence de l'État. On parle de quartiers vraiment périphériques, marginalisés et très paupérisés. Merci beaucoup, Jules Girardet, pour cet éclairage sur la situation au Salvador, situation qu'on va continuer à suivre. Et on termine cette édition avec la Chronique du Monde. Et on retrouve le père Tantelli Odilon Andriama Mongenerina, secrétaire à l'archevêché Saint-Joseph-Taomassine. Comme dans tous les diocèses de l'Église de Madagascar, Taomassine jouit encore de la participation active des laïcs chrétiens dans la bonne marche de la vie de l'Église locale. Cela se manifeste encore une fois lors de la festivité du 4 février dernier, une journée pendant laquelle le grand séminaire de philosophie à Taomassine célèbre sa fête patronale à travers une messe présidée par son Excellence Monseigneur Rosario Vela, évêque de Muramang, une des 3 diocèses suffragants composant avec l'archidiocèse de Taomassine la région ecclésiastique de l'Est de la Grande Île. Les chrétiens laïcs ont témoigné leur amour et leur affection pour l'Église à travers leur venue en masse pour prier et participer à cette messe, mais surtout pour apporter leur contribution dans les frais de fonctionnement de ce grand séminaire à travers des dons en nature tels que les PPN et de l'argent. Ceci représente une part importante des revenus pour faire fonctionner cet établissement. En continuité avec cette fête patronale, 4 grands séminaristes de l'archidiocèse de Taomassine et un novice de la Compagnie de Marie ou Montfortin ont reçu l'ordination diaconale ce jour du 4 février. Pour montrer aux chrétiens que les efforts pour soutenir le grand séminaire ne sont pas vains, mais portent du fruit, en la personne des nombreux prêtres qui sont déjà en activité, et en particulier ces 5 nouveaux diacres qui vont servir l'Église et les peuples de Dieu. Merci Père Tantelli. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez la retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Très bonne soirée, très bonne semaine. À jeudi.